Madame Daniela James Raoul, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de parler de vos activités, de vos domaines de recherche en littérature médiévale. Donc, permettez-moi de vous présenter très brièvement. Vous enseignez à Paris 4, l'Université de Paris 4, en littérature médiévale, et vous travaillez surtout sur le XIIe, XIIIe siècle, n'est-ce pas? C'est pour vous une période charnière que vous allez documenter après. Donc, vous avez travaillé pendant longtemps sur la littérature arthurienne, notamment sur une phénoménologie du silence, sur une question, une problématique sur laquelle nous allons revenir. Et puis, vous avez commencé à travailler surtout sur la stylistique dans l'œuvre de Chrétien de Troyes, que vous considérez comme pratiquement l'inventeur du discours romanesque. Ce choix de la forme sens, qui est un concept en fait de Méchonique, que je reprenais à Méchonique, en fait n'allait pas de soi et pour plusieurs raisons. Première raison, cela tendait à dire que l'on pouvait étudier la littérature médiévale comme n'importe quelle autre littérature ultérieure en particulier. Et quand on est médiéviste, on s'aperçoit très rapidement que la littérature médiévale est souvent considérée au sein de l'institution, au sein de l'université, comme une littérature sinon enfantine, du moins pas sérieuse, n'est pas vraiment de la littérature, les histoires ne sont pas vraiment des histoires très sérieuses, enfin il y a tout un carcan de préjugés qui entoure cette littérature et donc c'était un peu pour lutter contre que j'avais choisi ce titre. La deuxième raison pour laquelle cela n'allait pas de soi, c'était d'imposer le projet stylistique. Or, on sait que le projet stylistique n'est pas reconnu par tout un chacun, là encore. C'est-à-dire que dans mon optique, étudier le style d'un auteur, s'intéresser à la façon de l'œuvre, à son écriture, c'est s'intéresser bien sûr au sens produit dans une certaine forme. Bien sûr, ce n'est pas seulement ce que certains croient trop souvent, à savoir un catalogage de procédés, une succession de recettes techniques. Ça, c'était le second point. Et puis troisièmement, et ça c'est le jeu de l'institution qui veut cela avec le dossier d'habilitation à diriger des recherches, eh bien j'affirmais la cohérence d'un projet qui en fait s'était révélé à moi progressivement dans la durée. Certains universitaires ont une recherche qui est très déterminée d'avance, immédiatement. Et moi, je l'avoue, je me suis laissée aussi porter par le temps, les influences, les rencontres, les différentes situations que j'ai connues. Et cela m'a permis de voir finalement ce qui pouvait constituer la spécificité de mon dossier. Alors, si vous voulez dire que l'œuvre médiévale a le droit à cette appellation de forme-sens, eh bien c'est de dire qu'elle est génératrice d'un sens et d'une forme conjointe, fermée sur elle-même, donc comme une totalité organique qui s'ouvre bien sûr sur le récepteur et qui n'existe que par le récepteur, comme toute autre œuvre littéraire ou artistique, bien sûr. Donc c'est un choix peut-être audacieux, mais je me suis aperçue aussi depuis que beaucoup de mes collègues pratiquent en définitive
les études de style, mais sans les afficher peut-être comme telles, sans oser utiliser ce terme de style ou de stylistique, préférant plutôt celui de poétique, dans la lignée bien sûr des travaux de Paul Zumthor, et puis éventuellement s'opposant aussi peut-être à cela, ayant un peu de retard peut-être par rapport à ce qui se pratique dans le domaine moderne, où je crois que cette notion de style, en fait, est en train de regagner du terrain. On s'en aperçoit quand on consulte des bases de données, on s'aperçoit que de nouveau, les études de style sont effectivement portées dans la recherche française, de plus en plus présente dans la littérature du XVIe siècle au XXe siècle. On sait que dans d'autres pays étrangers, par exemple les États-Unis ou le Canada, les études de stylistique connaissent un regain de vigueur à l'heure actuelle. Alors, je pense que cela, partage d'huile ou contamination, concernera également très prochainement la littérature médiévale. Donc, si vous voulez, voilà ce triptyque donc, qui revendique d'une part l'étude de la littérature médiévale comme n'importe quelle autre littérature. Et je crois qu'il faut finalement peut-être se défier un peu de cette altérité médiévale que les travaux de Paul Zumthor ont imposée dans les années 70. Donc oui, il y a des spécificités de production, de réception de l'œuvre médiévale, mais finalement, il y a également bon nombre de procédés, d'histoires, de motifs qui appartiennent au fond humain et qui sont ceux que l'on retrouve dans la littérature arthurienne, dans la littérature ultérieure, pardon, non pas arthurienne. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point que l'on peut souligner également, c'est de dire que les hommes du Moyen-Âge ne sont pas ces grands enfants que Gustave Lanson, au début du XXe siècle, tentait d'imposer, et qu'ils nous ressemblent en fait vraiment comme deux gouttes d'eau par leurs affects, leurs sentiments, leur curiosité, leur intelligence, leur don d'observation. Et il n'y a pas de raison de les considérer comme, sinon de grands enfants, de grands nigauds. Je crois que oui, les conditions du monde actuel ont radicalement changé, les mentalités également, mais l'homme, en tant que machine peut-être, n'a pas fondamentalement changé. Et c'est justement ce qui fait que cette littérature nous parle encore aujourd'hui. Voilà. Donc voilà comment je pourrais présenter les choses globalement en les survolant. Alors, c'est une notion structuraliste. C'est vrai qu'elle suscite souvent des questions. Elle suscite souvent des émois dans l'assistance. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Il me semble que ce que je veux dire par là, c'est que l'œuvre médiévale, pendant très longtemps, a été considérée comme une collection de motifs ou un ensemble de sens, indépendamment d'une forme qui aurait été la même pour tous, c'est-à-dire que les œuvres auraient été en quelque sorte préformatées par une tradition tellement forte, par une emprise rhétorique tellement forte que toute œuvre médiévale aurait été finalement un clone d'autres. Bon, ce que je voulais dire, moi, c'était que les grands auteurs médiévaux, ceux que nous avons retenus, ont écrit bien sûr des œuvres dans lesquelles ils ont fait passer leur génie particulier, original, personnel, dans
ce moule de la tradition qui faisait qu'ils reprenaient bien sûr des modèles, mais qu'ils ont produit des œuvres littéraires que l'on ne peut comprendre et goûter que dans cette optique en fait d'une totalité complète. Je vais vous citer la citation de Méchonic. Quand il emploie cette forme, il reprend en fait la conception de l'œuvre et il dit que seule une conception de l'écriture, que seule une conception de l'œuvre comme écriture et non pas comme ornement peut se garder du dualisme, du vieux dualisme, dit-il précisément, du fond et de la forme. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, considérer que tel roman antique exploite de manière originale la matière virgilienne, le mythe de Thèbes, etc. On ne peut pas penser que les lapidaires se sont écrits uniquement en série, en se reproduisant les uns les autres, sans essayer de voir comment ils ont été écrits. Et même dans, alors ça, je l'ai vu en particulier peut-être sur des études de portée plus limitée dans le cadre d'articles ou de conférences, même donc dans tout ce qui est littérature encyclopédique ou didactique, on voit comment les choses évoluent par rapport à des traditions données qui sont léguées par l'Antiquité, et par rapport aussi à toute une tradition culturelle judéo-chrétienne qui fait que la manière de regarder le monde et éventuellement la tradition s'affrontent. Et la tradition est là comme une sorte de boulet qu'il faut traîner, dont on ne peut se défaire. Et parfois, on s'aperçoit des trajets parcourus, en fait, et de l'originalité créatrice de ces encyclopédistes en regardant la manière dont ils s'expriment. Je crois que l'attention à la forme véritablement donne une idée du sens légué. Alors, en ce qui concerne la littérature arthurienne, sur laquelle j'avais travaillé en particulier en étudiant l'articulation de la parole et du silence, j'avais vu comment finalement la prégnance de ce motif conduisait réellement et s'harmonisait réellement avec une écriture particulière que j'avais appelée la rhétorique du silence. C'est-à-dire que oui, le silence est un motif très prégnant, en particulier dans cette littérature, mais si on le ressent comme tel, c'est en particulier parce qu'il est donné dans une écriture particulière. Et c'est l'ensemble, en fait, qui génère une originalité particulière à la matière de Bretagne, me semble-t-il. Enfin, du moins, c'était un des propos de ma thèse. Pour revenir sur la stylistique, vous avez dit la stylistique, pour vous, c'est pas un certain catalogage des procédés techniques tels qu'on les a de la rhétorique. Mais c'est une tension entre l'universel humain et le particulier, l'individuel. Et d'autre part, vous avez cité aussi Mésonic, qui dit que l'écriture, c'est pas uniquement un ornement, mais c'est vraiment quelque chose qui relève du fond. Comment est-ce qu'on peut, développer cette hypothèse d'une manière pratique sur les œuvres littéraires? Alors, disons que l'idée le propos
de l'étude de style médiéval, en fait, que j'ai menée, alors en particulier sur Chrétien de Troyes, s'est appuyé sur l'étude préalable de ce que pouvait être le socle rhétorique de l'époque. C'est-à-dire que, à juste titre, on peut envisager le style comme le style d'un auteur littéraire, quelle que soit l'époque, comme étant à la conjonction d'un courant commun, traditionnel, général, d'un style en quelque sorte collectif, fruit d'une collectivité, d'une tradition donc, et ce que j'ai appelé tout à l'heure par exemple le génie créatif original par lequel l'individualité s'exprime. Pour bien voir ce qui pouvait relever de l'un et ce qui pouvait relever de l'autre, j'ai cherché à me forger des outils et à élaborer une stylistique historique en essayant de deviner ce qui, à la fin du XIIe siècle, pouvait constituer le socle rhétorique de base. C'est à dessein que j'ai utilisé ce terme de socle. Donc, ce que pouvait être le socle rhétorique de base d'un auteur dont on ne savait rien. Par exemple, Chrétien de Troyes. Alors, je vais faire un peu une parenthèse, un retour en arrière, et je vais expliquer aussi le choix de cet auteur qui est Chrétien de Troyes, pour expliquer un peu plus précisément ensuite mon projet. Au départ, je voulais absolument éviter Chrétien de Troyes, pour tout vous dire, parce que c'est un auteur qui a été extrêmement étudié, et que je voulais essayer de m'atteler à quelque chose un auteur un peu moins en vogue, un peu moins connu. Donc j'ai essayé de chercher d'autres auteurs, de voir Jean Renard, etc. Et puis, en définitive, j'étais toujours ramenée à Chrétien de Troyes, que je trouvais là comme une sorte d'opérateur de rupture, si vous voulez, quelqu'un que j'avais d'ailleurs déjà rencontré dans ma thèse, avec lequel s'opérait une sorte de bascule dans l'écriture. Donc j'y étais ramenée à plusieurs reprises. Donc ça, c'était un premier point qui m'intimait à choisir cet auteur. Et puis, il y avait autre chose, c'est que l'œuvre de Chrétien de Troyes est une œuvre extrêmement fournie. C'est un cas très particulier au Moyen-Âge, puisque on lui attribue 5 romans. Donc Érec et Énide, Cligès, Le Chevalier à la charrette, Lancelot, Le Chevalier au lion, Yvain et Le Comte du Graal. Parmi ces 5 œuvres, la troisième, Le Chevalier à la charrette, n'est pas achevée par Chrétien de Troyes lui-même, mais les 1000 derniers vers sont attribués à quelqu'un ou sont revendiqués par quelqu'un qui s'appelle Godefroy de Lagny. Donc, étudier le style de Chrétien de Troyes devait me permettre aussi de voir si j'arrivais à trouver des choses concluantes, pouvait me dire si oui ou non, effectivement, Godefroy de Lagny écrivait comme Chrétien de Troyes ou non. Et qu'est-ce qu'il faisait, à part ce que dit Godefroy de Lagny dans l'épilogue, à savoir qu'il a repris l'œuvre de Chrétien à peu près à tel moment, eh bien, on pouvait ainsi voir comment il écrivait. Et puis en dehors de ces 5 œuvres, il y a 2 œuvres annexes qui est tout d'abord une adaptation ovidienne qui s'appelle Philoména, que l'on rattache à l'Ovide moralisé, et d'autre part la vie de Guillaume d'Angleterre. Donc la première œuvre, Philoména, est revendiquée par un certain Chrétien Ligouès, et la deuxième œuvre, Ligua, si vous voulez, et la deuxième œuvre est revendiquée par quelqu'un qui s'appelle Chrétien.
Donc là encore, je me disais que étudier les 5 ouvrages devait me permettre de voir ce qu'il en était également de ces 2 œuvres annexes. Est-ce qu'il y avait une manière d'écrire? Est-ce qu'il y avait une évolution dans le temps sur 15 ans, une quinzaine d'années, disons. Donc ça, c'était intéressant. Ce qui fait que j'ai choisi effectivement Chrétien de Troyes. Mais de cet auteur, nous ne savons rien. Nous ne savons pas si, bien sûr, nous ne savons pas quelle école il a fréquenté, quelle école, quel cursus il a suivi. On est à peu près sûr, bon, il y a eu quelques voix pour dire le contraire, mais je ne suis pas d'accord avec ces conclusions. Donc on est à peu près sûr pour dire que c'est un clerc qui a suivi sans doute tout le cursus des études. Et donc, mon projet d'une stylistique historique, c'était de voir ce que je pouvais gentiment lui attribuer. Donc, stylistique pour voir comment l'œuvre littéraire s'affirme comme œuvre, comme forme sens, eh bien, c'était aussi voir ce qui relevait précisément de la tradition ou d'une mode du moment et ce qui pouvait être attribué en propre à Chrétien de Troyes. Donc j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, hein, mais c'était peut-être plus dans le détail. Mais c'était un peu c'était cette optique-là qui m'a guidée. Voilà. Alors la littérature arthurienne, en fait, c'est tout un pan de la littérature médiévale qui se caractérise par la mise en œuvre de ce que les gens du Moyen-Âge appellent la matière de Bretagne par rapport à la matière de France ou à la matière de Rome, la matière de France concernant les chansons de geste en particulier, et la matière de Rome concernant ce que l'on appelle les romans antiques qui donc ont vu le jour dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Donc c'est tout un pan de la littérature qui constitue un très vaste corpus, hein, et c'était effectivement une des spécificités de ma thèse de doctorat. Et dans ce premier travail que j'ai mené, je suis partie du sens, hein, de l'empêchement de parole, pour aller progressivement vers la forme. Donc, si vous voulez, je crois beaucoup en recherche, on y reviendra tout à l'heure sans doute, au hasard, aux lectures. Et c'est vrai que dans un premier temps, je me suis attachée à ce motif parce qu'il me semblait vraiment très important et revenir sans arrêt, sous une forme ou sous une autre. Alors, quand on dit parole empêchée, cela, c'est une manière de ne pas dire silence, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La parole empêchée, en fait, c'est tout ce qui va du silence, effectivement, radical, à la parole voilée, qui ne se délivrerait pas pleinement et qui demanderait plus ou moins un décryptage. Donc c'est la parole qui est tue, qui est réfrénée, qui est cachée, qui est momentanément suspendue. C'est tout ce qui touche autour du secret, de la courtoisie, des péchés de la langue, etc. Donc dans un premier temps, dans ce travail de doctorat, j'ai voulu étudier tout ce qui pouvait expliquer le silence ou la parole empêchée, l'empêchement de parole. Et j'ai décelé un certain nombre de facteurs. D'abord ceux qui sautaient le plus aux yeux, peut-être aussi parce qu'ils sont le plus mis, ou peut-être parce qu'à cette époque-là, ils étaient le plus mis en évidence par la recherche du moment. C'était le fond mythologique et celtique qui fait que la littérature arthurienne va se bâtir sur
ce que certains critiques ont pu appeler un pollen, qui a fécondé la littérature par ses motifs. Ces motifs viennent du fond des temps. Donc il y a un certain nombre de bonnes raisons pour convoquer le silence ou l'empêchement de parole, le fait de ne pas parler. Donc certaines dates, par exemple la date de la Pentecôte, certains facteurs, on va dire familiaux, l'absence de père pour le héros, l'individualité générique sexuelle, les hommes parlant peu, les femmes parlant plutôt beaucoup et mal, et puis la parole appartenant à des êtres à la sexualité moins bien affirmée, des sortes de féminoïdes, donc sachant correctement parler. Donc il y avait toute une série de faisceaux, de facteurs qui pouvaient expliquer la parole empêchée dans cette optique d'un fond mythologique et celtique qui réapparaissait dans les textes. Et ces motifs, bien sûr, on peut continuer à les rencontrer ultérieurement dans la littérature et en particulier dans la matière folklorique. Il y avait également, parce que le fond mythologique et celtique n'explique pas tout, il y avait également des impératifs du moment qui étaient des impératifs religieux, chrétiens. Je me suis aperçue, en fait, qu'au moment où la littérature arthurienne s'épanouissait, à la fin, dans la deuxième moitié et à la fin du XIIe siècle, puis durant tout le XIIIe siècle, il y avait eu un courant de pensée très important qui avait énormément réfléchi au rapport entre la parole et le silence. Et c'est une période dans laquelle on catalogue les péchés de la langue, comme l'ont montré Carla Casagrande et Silvana Vecchio, et on essaye de voir finalement comment bien faire pour parler ou comment faire pour ne pas mal parler. Et on catalogue, on met en évidence alors le bavardage, le mensonge, le parjure, etc., etc. La médisance, la colère, voilà. Et le plus répandu de tous ces péchés de la langue, bien sûr, on pourrait s'en douter, ce n'est pas le plus grave, mais c'est le plus répandu, c'est le bavardage. C'est ce qu'ils appellent le multiloquium, et il faut donc s'en garder. Et dans toutes les communautés religieuses, eh bien, cela va être vraiment mis en avant avec force. Et face à cette observation élémentaire qui génère des comportements, vous le savez, dans les monastères aussi, pour mieux écouter la parole biblique, les saintes écritures, la voix des pères de l'Église, on va recommander le silence. Je vous donne un simple exemple. Eh bien, il y a également le renouveau de la prédication et donc l'avènement d'une parole force, qui est également soutenue par toute une série d'usages de l'époque dont certains historiens ont bien parlé. Je pense aux travaux de Jacques Le Goff, par exemple, ou de Jean-Claude Schmitt. Et donc, entre les deux, eh bien, il y a un équilibre à trouver et en même temps une tension générée. Et je pense que la littérature arthurienne, c'était disons, un des points de ma thèse, la littérature arthurienne, dans ce mouvement de l'époque, a trouvé son identité particulière, sa gestion particulière du silence et de la parole. Quand on dit la parole est d'argent, mais le silence est d'or, je crois que c'est un vœu pieux, mais nous savons tous les uns et les autres que quand la parole est une parole force, quand elle est bien employée, eh bien elle a une efficace que n'a pas le silence.
Et les clercs qui écrivent, la plupart des auteurs sont des clercs, sont vraiment plongés dans ce courant, dans ce bain, dans cette manière d'envisager les choses. Et je crois que que ça a façonné également leur manière de voir les choses. Donc, après avoir vu, si vous voulez, cette question prégnante également, ce second grand facteur du côté de la religion, j'en ai décelé un troisième qui était plus de l'ordre des codes psychologiques et sociaux, qui ressortissait, disons, à ce qu'on pourrait appeler la sphère culturelle courtoise. La courtoisie étant aussi donnée fondamentalement dans tous les domaines comme un art de la mesure, un art des convenances, savoir correctement parler, correctement se conduire, réfléchir, ne pas seulement assouvir ses instincts bruts, et en particulier, bien sûr, dans la communauté sociale, entre les hommes et les femmes. Et donc, ces codes psychologiques et sociaux pèsent également sur la langue des héros arthuriens, mais cela effectivement s'observe aussi dans des manuels, des contenances par exemple, pour des contenances de table, cela s'observe également dans différents usages que mettent en évidence les différents textes de l'époque. Pour donner un exemple très rapide, on sait que la question du nom, par exemple, la question du nom que l'on porte est un enjeu très important dans les mentalités primitives, mais aussi dans la société. Parce que dans une époque qui, de manière archaïque, pensait que connaître le nom de la personne, c'est posséder quelque chose de la personne et avoir mainmise sur elle, eh bien, réfréner son nom, le taire, ne pas le donner quand on vous le demande, prendre un pseudonyme, eh bien, s'inscrit tout à fait logiquement dans cette perspective. Voilà un exemple. On envisage, si vous voulez, la parole que l'on donne comme une sorte de fuite de la personne. Parler, c'est se révéler. Parler, c'est se donner. Et dans cette optique, eh bien, la contraposée dit bien que le silence, c'est une réserve de l'être, où, fonctionnant en autarcie, eh bien, il se protège également des intrusions extérieures. Donc, à l'issue, si vous voulez, de ce premier examen de code qui expliquait vraiment pourquoi la parole empêchée était si importante dans cette littérature, dans cette période finalement historique, j'ai été amenée à voir finalement comment la parole et le silence n'étaient pas conçus en antagonisme, dans une tension absolument contradictoire, mais comment ils fonctionnaient de manière dialectique. Et c'était une dialectique qui était vraiment présentée comme prometteuse. Donc le message délivré, finalement, ce qui était dit, c'était que se taire permettait, se taire ou ne pas tout dire, ou ne pas le dire de manière claire, permettait dans la durée, en se réservant, de mieux parler. Et finalement, peut-être que ce qui était montré, c'était comme une sorte de propédeutique à l'art de la parole. Et on peut considérer dans cette optique que bon nombre de romans arthuriens sont construits
finalement autour d'un schéma narratif assez simple qui consiste à rétablir une bonne communication. Alors, le temps passant, effectivement, je me dis que peut-être que c'est ce point de vue-là, dans ma thèse de doctorat, qui est sans doute la moins spécifique de la littérature arthurienne. C'est-à-dire que ce que j'ai vu comme schéma narratif ou comme dialectique prometteuse entre le silence et la parole est peut-être une dialectique qui caractériserait bon nombre d'autres œuvres romanesques ou littéraires relevant des siècles ultérieurs ou des siècles antérieurs d'ailleurs. Je crois que c'est un schéma en définitive, ce que je montre aussi à plusieurs reprises, qui est largement légué par notre civilisation prise entre l'Antiquité et la civilisation, l'Antiquité gréco-latine d'une part et la civilisation judéo-chrétienne d'autre part. Donc, pour aller vite peut-être sur cette partie, se taire permet de mieux voir. Ça, c'était une idée importante. Se taire permet de mieux parler. Ça, c'était une autre idée importante, selon l'adage de Salomon. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Finalement, que je disais tout à l'heure avec le proverbe la parole est d'argent mais le silence est d'or, mais je crois que quand on sait bien parler, alors la parole, la bonne parole est encore au-dessus. On pourrait peut-être envisager autre chose, une platine ou je ne sais pas, mais ça, je crois que ça ne ressortirait pas à l'usage des proverbes. Et puis dans un troisième temps, donc je voyais comment le silence était directement lié à la connaissance, comment le silence était lié à une renaissance de la parole également. Et j'en arrivais à voir comment ce réfrénement incessant de la parole allait générer en soi une écriture particulière qui était ou qui est ce que j'ai appelé la rhétorique du silence. Quand j'ai écrit ma thèse de doctorat, c'est une expression que je n'avais trouvée nulle part. Et j'étais assez heureuse de ce que je croyais cette invention. Et il y a très peu de temps, en travaillant sur toute autre chose, j'ai vu qu'il y avait un article qui avait été fait antérieurement sur Saint-Augustin, où on présentait la rhétorique de Saint-Augustin comme étant une rhétorique du silence. Donc je n'ai pas encore eu le temps de voir cet article, mais c'est vrai que Saint-Augustin, ça je l'ai vu ensuite dans mon ouvrage sur la parole empêchée, a façonné la manière de penser et d'écrire et de gérer la parole, surtout d'écrire du monde médiéval. Alors, disons que à cette époque-là, moi j'ai considéré que c'était une manière de parler spécifique, une manière d'écrire plutôt justement spécifique des romans arthuriens. Et d'abord, j'ai vu cela au plan du langage. Dans un premier temps, j'ai vu effectivement tout ce qui concernait le langage, tout ce qui faisait que le langage était incommensurable à la pensée. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas dire le superlatif, dire la totalité. Il faut faire des choix et ces choix semblent de plus en plus pesants, de plus en plus importants par rapport, je pense à des choses assez usuelles comme les topos de l'ineffable qu'on trouve déjà dans la littérature antique, sont de plus en plus pesants dans la littérature arthurienne. Et il me semblait que le Graal
qui trône au centre de cette littérature arthurienne pouvait justement être vu comme une sorte d'emblème de la littérature arthurienne, travaillant cette littérature et finalement symbolisant bien la difficulté à parler de quelque chose autrement que négativement, autrement que dans une sorte de prolifération indéfinie ou dans une sorte de logorée, ne pouvant pas dire, on va essayer sans arrêt finalement d'écrire. Donc ça c'était le premier point. Dans un deuxième temps, j'ai vu comment cela se traduisait également au niveau des structures narratives, en même temps que sans doute les conditions de réception de l'œuvre changent et que l'on s'achemine progressivement dans le cours du XIIIe siècle d'une lecture oralisée et publique en petit comité à une lecture plus silencieuse. Eh bien, la littérature en elle-même va devoir se reprendre régulièrement pour donner aux récepteurs des moyens de s'y retrouver. C'est-à-dire que l'œuvre littéraire ne pouvant plus être donnée morceau par morceau, ne pouvant plus être tronçonnée, il fallait inventer une rhétorique qui encadre certains passages, qui fasse que le récepteur, nouvellement promu lecteur, trouve dans l'œuvre littéraire de nouveaux marquages. Ce que nous connaissons, nous, avec les chapitres, les numérotations, etc., les passages à la ligne, eh bien, il fallait trouver dans la rhétorique elle-même. Donc là, j'ai vu un certain nombre d'éléments, effectivement, qui se mettaient en place, comment les descriptions, alors pas toutes, mais les descriptions, par exemple, allaient être de plus en plus soigneusement encadrées. On a des morceaux choisis qui sont vraiment mis en évidence, que Philippe Hamon dira ultérieurement des descriptions modernes. On a un certain nombre de descriptions qui sont effectivement appendues réellement au récit. On a des digressions de plus en plus qui sont montrées comme telles, comme des boursouflures du récit, par où s'échappe la parole et dans lequel l'auteur se fait plaisir, sans aucun doute. Et puis, on a aussi une nouvelle manière de gérer l'œuvre. Et cette nouvelle manière de gérer l'œuvre va passer dans ce qu'on appelle la structure de l'entrelacement. C'est-à-dire qu'on va essayer de gérer plusieurs personnages, éventuellement plusieurs époques en même temps, et on va suivre un personnage tel un fil, puis on va arrêter le fil, en prendre un autre, c'est-à-dire un autre personnage, et on va voir comment les choses on va tresser en quelque sorte, c'est-à-dire entrelacer les brins les uns après les autres, de manière à avoir dans ces sommes en prose que sont le Lancelot, le Tristan par exemple, eh bien des histoires multiples. Donc ça, c'était le deuxième grand point, si vous voulez. Et dans un troisième point, je voyais comment finalement il y avait une sorte de pacte littéraire nouveau qui était mis sur pied. Alors l'idée de pacte littéraire, en fait, je l'avais inventée par analogie avec le pacte autobiographique, bien sûr, de Philippe le Jeune. Et pour moi, c'était une manière de dire comment, dans cette littérature, les auteurs, les écrivains, écrivaient de telle manière qu'ils disaient au lecteur qu'il avait sa place dans l'œuvre littéraire, qu'il pouvait trouver sa place et qu'il avait son rôle à jouer dans cette œuvre pour décrypter, pour chercher, pour agencer à son tour, pour participer de certaine manière, pour s'approprier l'œuvre, bien sûr.
Voilà, si vous voulez, ce premier temps de mes recherches donc, sur la littérature arthurienne et la parole empêchée dans la littérature arthurienne. On trouve effectivement dans un certain nombre de textes celtiques comme les Mabinogions, qui sont des textes celtiques anciens, hein, même s'ils ont été écrits, rédigés plus tardivement. Donc on trouve un certain nombre de motifs sous la forme de geis. La geis, c'est une sorte de tabou, si vous voulez, qui dit à l'être ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et la parole participe, hein, il y a des geis sur la parole qui disent qu'il faut faire telle chose ou qu'il ne faut pas faire telle chose. Et on a donc un certain nombre de motifs que l'on retrouve, si vous voulez, dans ces Mabinogions en particulier, mais que l'on va retrouver aussi dans d'autres ouvrages de la matière de Bretagne. Et si vous voulez, quand on travaille sur les motifs, hein, les spécialistes peuvent suivre un certain nombre de motifs dans tout un pan de la littérature européenne. Alors, quand on dit celtique, hein, il faut parfois on devrait dire celte, parce qu'on sait que les Celtes, avant d'arriver dans l'ouest de l'Europe, ont été sur les marges du Danube, et ce qui explique qu'on trouve des motifs dans tout le courant de l'Europe. Bon, on a tout de même certaines spécificités, hein, qui se retrouvent tout au long, si vous voulez, ou tout au long de la littérature, ou dans cette matière de Bretagne. Alors, bon, bien sûr, là, par exemple, le Graal, hein, dont je disais tout à l'heure que c'est un emblème de la parole empêchée, en quelque sorte, on ne peut rien en dire, et en même temps c'est un vase extraordinaire qui dispense à chacun ce qu'il souhaite comme nourriture. Rappelle par exemple les chaudrons d'abondance dans lesquels l'être peut se régénérer, tels que la littérature celtique les présente. La question de l'être sans père aussi, hein, comment être privé de père, PE accent grave RE, permet à l'être d'être sans père, PAIR, permet d'être hors père finalement. Là aussi c'est quelque chose, l'orphelinat permet également à l'être en quelque sorte de décupler ses possibilités. La phénoménologie du silence, ça c'est quelqu'un qui a dit cela en fait dans un de ses comptes rendus de livres, qui a dit, voilà, Friedrich Wolfzettel qui a dit qu'on pouvait comparer effectivement ce livre à une sorte de phénoménologie du silence au Moyen-Âge. Je crois que, si vous voulez, la spécificité de ce travail, c'était d'envisager de manière constructive la parole empêchée, ou le rapport entre le silence et la parole sous une multiplicité d'aspects, et de voir comment le silence pouvait se construire par rapport à la parole. Ce qu'il m'intéressait de voir, hein, ce qui m'importait vraiment, c'était de voir un fonctionnement. Et je dirais que en fait le travail était bien avancé quand j'ai lu, parce qu'il était paru en traduction à ce moment-là. J'avais écrit déjà 2 parties. Quand j'ai lu le livre des péchés de la langue, qui avait été écrit des années avant, de Carla Casagrande et Silvana Vecchio, et c'est là où je parlais de hasard tout à l'heure, et je me suis dit voilà ce qui manquait, ce qu'il me manquait, et ce qui valide mes résultats. C'est-à-dire que oui, pour que la littérature arthurienne se soit vraiment construite
autour de ce motif, eh bien, c'est ce courant, hein, c'est la présence de ce courant historique à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle. C'est au moment où on parle réellement, où on met en place les péchés de la langue, où on parle en particulier du péché du silence aussi bien que du péché de parole, que la littérature arthurienne prend naissance et s'épanouit. Et alors voilà, phénoménologie du silence, faudrait demander, donc l'expression n'est pas particulièrement, n'est pas de moi, il faudrait demander à la personne ce qu'elle entend par là. Je crois que c'était une manière de souligner en fait une certaine ampleur du travail. Moi, ce qui m'importait, c'était de replacer la littérature dans un contexte plus général. Voilà. Oui, justement, c'est ça la question que j'aimerais bien vous poser. Est-ce que c'est, à votre avis, une spécificité de la littérature arthurienne ou de la littérature de cette époque, enfin du fin XIIe siècle, enfin, ou est-ce que, par exemple, cette sorte le motif ou le thème de la parole empêchée n'est-elle pas plus général, enfin? Alors, si on regarde en fait par exemple à la fin du XIIe siècle, on s'aperçoit que le motif de la parole empêchée n'est pas représenté de la même manière, n'est pas aussi important, ne génère pas l'ensemble de l'écriture dans les chansons de gestes de l'époque, n'apparaît pas non plus de la même manière dans ce qu'on a appelé l'autre roman. C'est-à-dire qu'il y a les romans arthuriens et puis en face il y a ces romans que pendant longtemps on a appelé les romans réalistes, qu'on n'appelle plus ainsi. Donc pour reprendre une expression donnée par une collègue, on parle de l'autre roman, de ces romans en fait qui échappent, hein, qui ne se passent pas à la cour du roi Arthur, qui ne se bâtissent pas sur la matière de Bretagne. Et le motif est beaucoup moins important dans ces ouvrages. Et surtout, l'écriture n'a pas toute la spécificité. Ce qui m'intéressait aussi de voir dans la littérature arthurienne constamment, ce que j'ai vu, c'était une évolution. C'est-à-dire que je vois les choses évoluer et se bâtir. Comment les choses, ce que je vous ai donné peut-être de manière aplatie, j'ai essayé de voir constamment comment les formulations évoluaient. Je crois aussi que, et c'est peut-être là l'intérêt de ce travail, ce serait de dire qu'il y a un bon nombre d'idées, de formulations qui sont en particulier prégnantes dans cette littérature ou dans ce type d'ouvrage, donc peut-être nées dans cette littérature, c'était du moins mon propos, et qui ont très rapidement essaimé ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des formulations du type « nul ne saurait le dire », hein, par exemple pour l'impossibilité du langage, que l'on va trouver ensuite dans les textes didactiques, c'est-à-dire qu'il y a une évolution qui conduit à avoir effectivement des formulations. Au bout d'un certain temps, on trouve les mêmes dans les textes encyclopédiques du XIIIe siècle. Je crois que ça correspond aussi à des conditions de production de la littérature et des textes, tout simplement. Littérature fictionnelle, encyclopédique, didactique de l'époque, hein, qui se font dans de mêmes creusets géographiques, localisés. Comment est-ce que vous voyez cette approche, enfin, de considérer que le roman, en fin de compte, vient après l'épopée, puisqu'il y a un héros qui a un destin indépendant, il peut bouger dans différents lieux, enfin, il y a une certaine indétermination, une certaine façon du destin de l'héros, ce qui n'est apparemment pas le cas dans l'épopée. Est-ce que ce genre de caractéristiques se retrouve aussi dans le Chrétien de Troyes, ou est-ce que pour vous, ce genre de caractéristiques ne sont pas pertinentes?
disons que les considérations de Dumézil ou de Lukács, c'est vrai, pour moi, s'inscrivent dans une perspective socio-historique qui n'était pas du tout, la mienne. Ceci étant, à chaque fois que j'ai travaillé sur des points de style, j'ai regardé comment les choses se passaient effectivement, précisément en amont. Et je pense, si vous voulez, qu'il y a effectivement une évolution. Alors, je parlais tout à l'heure de l'exemple des personnages. Dans la chanson de Roland, il n'y a quasiment pas de personnages historiques. Puisqu'on est dans l'ordre de la commémoration et de la célébration, on reprend, hein, et que l'on redit à la communauté, finalement, dans l'épopée, dans la chanson de Geste, on redit à la communauté, on raconte à la communauté un événement qu'elle est censée déjà connaître. On lui redit quelque chose qu'elle connaît déjà, et on est dans l'ordre du ressassement et de la commémoration, donc on dit tout. Hein. On va commémorer les lieux, on va commémorer les gens, on va rappeler cette manière de faire, on va écrire selon certaines perspectives temporelles. Là aussi, il y a une évolution. Temporelle de la chanson dans le maniement des temps, hein, de la chanson de Geste au roman. J'allais dire, la perspective d'avenir étant une nouveauté dans l'ordre du roman. C'est tout un ensemble. C'est évident que c'est peut-être par là, pour rejoindre le point que je n'ai pas du tout abordé, hein, je l'avoue, dans ma perspective de stylistique historique, c'est peut-être par là qu'on peut rejoindre la perspective sociologico-historique, qui est que par rapport au héros, et j'emploie à dessein ce terme, par rapport au héros d'épopée, le personnage de roman va être, lui, doté d'un avenir inconnu, d'un avenir que le lecteur ou l'auditeur de roman ne connaît pas. D'accord ? Voilà, par exemple, une manière peut-être de raccrocher, hein, ces deux perspectives. Mais c'est vrai que je n'ai pas pris en considération en général ce genre de choses. Alors, je pourrais donner un autre exemple. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé aussi, quand j'ai étudié la manière dont on pouvait considérer, hein, des spécificités, on va dire narratologiques du roman, j'ai étudié ce que l'on appelle le chronotope arthurien, hein, expression que l'on trouve dans la bouche de la question du chronotope, sous la plume plutôt de Bakhtin, et chronotope arthurien, expression qu'on a que d'autres critiques ont employée. Donc j'ai essayé de voir ce qui faisait que le temps et l'espace étaient irrémédiablement liés dans la perspective romanesque, dans une certaine forme, et comment ce chronotope s'articulait fondamentalement autour de l'aventure. Donc l'aventure est là comme un élément de nouveauté, et cette aventure en fait va générer la gestion de motifs particuliers que l'on n'avait pas gérés de la même manière dans l'épopée. Mais bon, c'est vrai que sinon, il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas prises en considération. Aussi parce que la bibliographie sur Chrétien de Troyes est absolument démentielle, d'une part, et d'autre part parce que je ne voulais pas répéter ce qui avait été déjà dit. Donc c'est vrai que j'ai glissé sciemment sur un certain nombre de points qui avaient été bien vus, qui avaient été vus
par certains de mes confrères, de mes consoeurs, et j'estimais que on pouvait recevoir ces points tout à fait. Donc, quand tel élément avait été bien vu, je ne l'ai pas repris. À propos de la composition de l'œuvre de Chrétien Troteux III et du roman en général, parce que vous avez dit à la fin du XIIe siècle, n'oublions pas, le roman était un roman poème, surtout quelque chose qui était dit, enfin, donc c'est une œuvre orale. Donc comment cette oralité intervient ou est intervenue dans la composition Alors, d'abord, je voudrais dire que le roman, par rapport à d'autres genres, est un genre littéraire, bien sûr, est un genre qui est fondamentalement fabriqué, hein, j'allais dire fondé, mais ce ne serait pas très joli, fondamentalement fabriqué sur la disparate. On a pu dire que c'était un genre fait de morceaux, qu'il s'agissait d'assembler. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est que effectivement, à cette époque, on peut penser que le roman est lu par séquence ou plus ou moins grande, et là les critiques ne sont pas du tout d'accord. Est-ce que c'est 300, est-ce que c'est 600, 600 vers, hein, sont des octosyllabes, est-ce que c'est davantage? Bon, toujours est-il que du fait de cette oralité, il va y avoir, oui, à mon avis, un certain nombre de stylèmes, de procédés de style, de faits de style particuliers. Alors, je vous en donne un exemple, et c'est vrai que j'ai regardé, si vous voulez, quand j'ai travaillé sur la composition, selon deux perspectives, deux directions. D'une part, la cohérence, et d'autre part, la cohésion. Donc, en ce qui concerne la cohérence, je vais donner un exemple très rapide. On pourrait penser au ressurgissement de partie en partie, de vers en vers, de certains motifs, c'est-à-dire que on a des motifs clés qui vont être employés, par exemple, au début du roman, et qu'on va retrouver au milieu du roman, et qu'on va retrouver à la fin du roman. Bien, cela va conduire aussi à une écriture où l'on n'hésitera pas à redire ce qui s'est passé. Et là, c'est très intéressant parce que j'ai vu cela sur certains détails. Par exemple, on voit comment, de par le jeu des temps, certains passages qui, pour des questions de vraisemblabilisation, sont redits à destination, en principe, des personnages. Oh, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, et il lui raconta comment, et alors là, on rappelle ce qui s'est passé. Donc, parfois, question de vraisemblance, on rappelle un passage ou ce qui s'est passé dans les pages précédentes, en principe à destination du personnage, mais en fait, à destination du lecteur aussi. Et il y a des jeux, des disparités dans l'emploi des temps qui fait que parfois on a l'impression vraiment que celui qui est d'abord visé, bien sûr, ce n'est pas le personnage en question qui légitime la redite, mais c'est bien le lecteur-auditeur qui est derrière. Donc voilà, par exemple, au plan de la cohérence. Au plan de la cohésion, on a aussi, par exemple, je donne un seul exemple, des rebondissements de mots. Et cela, ça m'a paru très intéressant, cette idée de répétition. Nous avons tendance aujourd'hui à pourchasser les répétitions, à éviter de redire le même mot, le même verbe, etc. Or, on s'aperçoit que dans certains passages, on a subitement un mot qui va être répété 6 fois en 20 vers, et donc qui va faire figure finalement de mots-clés.
hein, qui va donner comme une identité au passage. Alors, il y avait un exemple bien connu qui avait été mis en lumière par un critique qui était de dire que dans un épisode à la fin d'Érec et Énide, l'épisode de la joie de la cour, le mot joie en particulier apparaissait très souvent. Et en fait, je me suis aperçue que c'était un phénomène qui était beaucoup plus récurrent que cela, et que les passages forts se construisaient autour de la répétition d'un mot qui fait sens et que l'on retient. Alors, ça paraît, voilà, là aussi, me semble-t-il, un phénomène qui est particulièrement destiné à prendre toute son ampleur face à un public, face à un auditoire. Voilà.